نوجه نداء صادقا كل أمل ونجاح. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite les titres. La famille de Mohamed Hamiyeh a-t-elle voulu venger le militaire assassiné selon l'Orient le Jour? Ses proches ont revendiqué l'assassinat d'Hussein Ojeri, retrouvé mort près de la tombe du soldat dans la Bekaa. À Istanbul, Tamam Salam réitère le refus de la naturalisation des réfugiés syriens. Le Premier ministre libanais appelle Ban Ki-moon à réactiver les efforts des Nations Unies pour le retour des déplacés. À la frontière avec la Grèce et la Macédoine, le camp d'Idomeni est en cours d'évacuation. Les migrants doivent être accueillis vers des centres d'accueil. Son oncle avait justement joué un rôle de médiateur dans la libération des otages du Front Al-Nosra en janvier dernier. Hussein Ojeri, le neveu de Mustafa Ojeri, a été retrouvé mort à Taraya, dans la Bekaa. Son corps a été découvert à proximité de la tombe du soldat Mohamed Hamiyeh, un des militaires otages assassinés par le groupe djihadiste le 19 septembre 2014. Selon le quotidien L'Orient le Jour, ses proches auraient revendiqué le meurtre. Le journal cite en effet le père de la victime. Ce dernier assure avoir été personnellement contacté par téléphone par le père du soldat Hamiyeh. En août 2014, 30 militaires étaient capturés dans la plus violente offensive menée par le groupe Al-Nosra et État islamique à Ersal. 9 d'entre eux sont toujours retenus par l'EI. Alors qu'on est sans nouvelles des captifs, le chef de l'armée a assuré que l'armée œuvre sans relâche pour connaître le sort des otages et les libérer. Jean Kawaji s'exprimait face à une assemblée de militaires à l'occasion du 16e anniversaire de la libération du Liban Sud. Et puis en parallèle, la troupe a justement annoncé ce mardi l'arrestation d'un important chef du groupe État islamique. Il s'agit de Sameh Al-Bredi. Il a été capturé lors d'une opération à Ersal. Tamam Salam est à Istanbul. Il participe au sommet humanitaire mondial, une occasion pour le Premier ministre libanais de rappeler l'intransigeance du Liban sur la question de la naturalisation des réfugiés syriens. Il a rencontré la chancelière allemande Angela Merkel, mais aussi Pietro Parolin, le secrétaire d'État du Vatican, ou encore Kelly Clement, le secrétaire général du HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Autant d'interlocuteurs à qui le chef du gouvernement a exprimé sa position. Dans les colonnes ce matin du quotidien An-Nahar, Tamam Salam appelle Ban Ki-moon à réactiver le rôle des Nations Unies en unissant les efforts pour aider les déplacés à rentrer dans leur pays. Plus de 8000 réfugiés y vivaient depuis 3 mois dans des conditions sordides. Le camp d'Idomeni, à la frontière entre la Grèce et la Macédoine, est en cours d'évacuation ce mardi. Les migrants doivent être transférés vers des centres d'accueil. Sandrine Gomez. À pied, couverture sur le dos, avec une idée en tête, fuir. Ces migrants quittent le camp d'Idomeni, évacué ce mardi dès l'aube par les autorités grecques. Un voyage qui s'arrête bientôt pour ces 2 migrants, très vite interceptés par la police grecque. Dans les environs, les contrôles routiers ont été renforcés sur les routes vers la Macédoine voisine. Mais qu'importent les barrages pour ce petit groupe un peu plus loin, des jeunes pour la plupart, personne ici ne veut aller vers les autres camps proposés par la Grèce. Ils vont vers Thessalonique. Mais on ne veut pas. Il n'y a pas d'argent là-bas. La nourriture n'est pas bonne. C'est pas bon. On veut aller en Allemagne, en Serbie. Sur la route, des migrants qui fuient et des forces de l'ordre qui arrivent par camions entiers. 200 à 400 policiers selon la presse, tenus à bonne distance. Une zone survolée par hélicoptère. Et voici bientôt les premiers autocars. À l'intérieur, on aperçoit des migrants. Eux ont accepté de partir vers les centres d'accueil près de Thessalonique. Derrière ces vitres, ils sont plusieurs centaines qui s'ajoutent aux 2500 déjà partis ces 15 derniers jours. Une évacuation pour cause d'insalubrité qui se déroule dans le calme selon les autorités. L'opération doit durer une dizaine de jours. Ici, le message est clair, il n'y a plus rien à attendre. La frontière avec la Macédoine, fermée depuis mars, n'est pas prête de rouvrir.
Nouveau bilan au lendemain de la vague d'attentats hier à Tartous et Jablé sur le littoral syrien. 150 personnes sont mortes dans 2 explosions à la voiture piégée revendiquée par le groupe État islamique. 2 villes peuplées majoritairement d'alaouites, la minorité religieuse à laquelle appartient Bachar el-Assad. Elles avaient jusqu'ici été épargnées par la guerre. Tartous et Jablé accueillent aussi respectivement la base et l'aéroport militaire du contingent russe en Syrie. Et la Russie, à qui Washington a demandé de faire pression sur le régime syrien pour qu'il cesse les frappes sur Alep et Daraya, en banlieue de Damas. Et Moscou a en effet demandé un retour au calme au régime syrien pour 72 heures à partir d'aujourd'hui. Manuel Valls achève sa visite au Proche-Orient. Le Premier ministre français a rencontré ce mardi le Premier ministre palestinien Rami Abdallah. Les 2 hommes sont revenus sur l'initiative de paix française d'organiser une conférence internationale. Une initiative soutenue par l'administration palestinienne qui accuse les Israéliens de vouloir gagner du temps en la refusant et de poursuivre la colonisation. Manuel Valls garde le soutien des Palestiniens sur l'initiative française, mais le Premier ministre français repart de la région sans avoir convaincu son homologue israélien Benjamin Netanyahou. Nous savons que la paix sera faite par les partis et que nul ne peut leur imposer. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de négociation. Et la situation sur le terrain est catastrophique. Et ce qu'il faut, c'est sortir de ce statu quo et de cette impasse. Et cette approche, qui est la nôtre, jouit d'un important soutien international, car chacun voit les difficultés. Parce que je pense et nous pensons que la solution dans cette région du monde, c'est la paix, c'est la coopération, c'est un marché économique qui sera profitable aux Palestiniens, à Israël et à l'ensemble des pays du Proche et du Moyen-Orient. Restez des nôtres, on se retrouve après la pause. Le nouveau Premier ministre turc Binali Yildirim a formé son gouvernement. Pas de grands changements puisque les poids lourds fidèles d'Erdogan conservent leur poste. En revanche, un message à peine voilé est envoyé à l'Europe avec la nomination au poste de ministre des Affaires européennes du porte-parole de l'AKP, Ömer Çelik, sans grande expérience diplomatique. Et notez aussi qu'une seule femme intègre le nouveau gouvernement d'Erdogan. Il s'agit de Fatma Betül Zayan Kaya qui devient ministre de la Famille dans un cabinet qui compte 26 membres au total. En Iran, c'est un ultra-conservateur qui prend la tête de l'Assemblée des experts. Celle-ci est surtout composée de religieux élus chargés de superviser et de nommer le guide suprême. À 89 ans, l'ayatollah Ahmas Janetti est connu pour ses positions très anti-occidentales. Il a remporté une majorité de 51 voix contre 21 pour le candidat des modérés réformateurs, l'ayatollah Ebrahim Amini. Un nouveau tremblement de terre politique frappe le Brésil une semaine après l'entrée en fonction du nouveau gouvernement et la mise à l'écart de Dilma Rousseff. Le ministre du Plan, Romero Jucá, proche du président par intérim Michel Temer, est à son tour mis à l'écart. Il est soupçonné d'avoir manœuvré pour tenter d'étouffer l'enquête sur la corruption dans les milieux politiques. Sandrine Gomez nous en dit plus. Révélation explosive. À la une de ce grand quotidien brésilien, un enregistrement. Il retranscrit les propos du ministre du Plan lors d'une discussion avec un ancien sénateur. Tous deux sont mis en cause dans le scandale Petrobras. Et pour le ministre, Dilma Rousseff doit être écartée. La destitution est nécessaire. Il n'y a pas d'autre issue. Il faut résoudre toute cette merde. Il faut changer de gouvernement pour stopper l'hémorragie. Un scandale qui sonne comme un premier coup dur pour Michel Temer, le président par intérim depuis la destitution de Dilma Rousseff. Romero Jucá, ici à sa droite, est l'un de ses hommes de confiance. Celui qui lui a succédé à la tête du PMDB, le parti de centre-droit, devait être l'artisan de sa réforme économique. Un ministre accusé d'obstruer le cours de la justice et qui aussitôt a tenté d'éteindre l'incendie. Je réaffirme notre soutien à l'enquête sur le scandale de corruption Petrobras, aux enquêtes qui doivent être menées au Brésil et aux punitions de tous ceux qui ont une quelconque responsabilité prouvée. Romero Jucá évoque des extraits sortis de leur contexte. L'hémorragie, dit-il, ne concerne pas l'enquête Petrobras, mais la crise économique. Mais sous pression, il annonce finalement sa démission. L'affaire affaiblit encore un peu plus Michel Temer, déjà critiqué pour le choix de son gouvernement. 7 ministres sont visés par des enquêtes judiciaires.
Programme chargé ce mardi à Roland-Garros. Novak Djokovic, le numéro 1 mondial, entre en lice dans le seul tournoi du Grand Chelem qui manque à son palmarès. Rafael Nadal, 9 fois vainqueur à Paris, a réussi son entame en étrillant le grand serveur australien Sam Gross. Andy Murray, autre prétendant à la victoire finale, a conclu difficilement son match entamé lundi contre le Tchèque Radek Stefanek. Et dans le tableau féminin, la tenante du titre, Serena Williams, va faire ses débuts. Les détails dans ce reportage. Les résultats du premier tour de Roland-Garros, pas de souci pour Richard Gasquet qui s'impose face au Brésilien Thomas Bellucci. Gilles Simon, Jérémy Chardy et Adrian Manarino sont qualifiés pour le deuxième tour. Stan Wawrinka, le tenant du titre, a eu besoin de 5-7 pour se débarrasser de Lucas Rosol. Ça s'est joué au mental. C'était un premier tour face à un joueur qui lâche ses coups. Je n'ai pas joué mon meilleur tennis, c'est certain, mais c'était mon premier match. Il a très bien joué, il m'a mis beaucoup de pression. C'était dur, mais j'apprécie ce genre de match et c'est important pour moi de gagner ces matchs-là. La question est sur toutes les lèvres. Rafael Nadal peut-il décrocher un 10e titre à Roland-Garros cette année? L'hypothèse plutôt farfelue il y a quelques mois a retrouvé du sens ces dernières semaines après un début de saison sur terre battue réussi et notamment 2 titres à Monte-Carlo et Barcelone, 2 tournois qu'il a remportés pour la 9e fois de sa carrière. Je continue de travailler. L'an dernier, je me sentais bien, mais les résultats n'ont pas été à la hauteur de mes attentes. Cette année, je me sens beaucoup mieux, mon niveau de jeu s'est élevé et j'ai retrouvé de la régularité ces dernières semaines. Mais malgré ces signaux positifs, je n'ai aucune garantie. Prudent, Rafael Nadal n'oublie pas qu'il reste sur 2 défaites sur terre, en demi à Madrid face à Murray et en quart face à Djokovic à Rome. J'ai réussi à enchaîner les bons matchs sur terre battue jusqu'à présent. Mon niveau de jeu est satisfaisant, j'ai enchaîné les victoires et je n'ai perdu que 2 matchs sur terre battue, mais 2 défaites face à Murray et Djokovic. Et à chaque fois, je n'étais pas loin. Je les ai félicités, ce sont eux les plus réguliers, mais mon niveau de jeu est vraiment bon en ce moment. Et depuis plusieurs semaines, je suis compétitif et c'est ça le plus important. Nadal qui débutera son tournoi face à l'Australien Samuel Groth ce mardi ne pourra affronter Novak Djokovic, sa bête noire, avant les demi-finales. Chez les dames, pas de souci pour Agnieszka Radwanska. La Polonaise s'est défaite de Jovanovski en 2-7. C'était plus compliqué pour Kuznetsova. Il lui a fallu 3-7 pour revenir à bout de Yaroslava Shvedova. Côté français, Caroline Garcia et Myrtille Georges sont qualifiées pour le deuxième tour. Premier match en Grand Chelem, l'attente avec la pluie et tout, donc au début j'arrivais à la tenir, ça faisait 2-2, puis elle est partie à 5-2, puis après j'ai réussi à remonter, et au final on fait un tie-break et je sens que là dans le tie-break je me rends compte qu'en fait elle est pas sereine du tout, et donc je me dis bah vas-y lâche-toi, t'as rien à perdre et essaye de se relâcher comme tu peux, et au final j'ai réussi quoi. Voilà, c'est la fin de cette édition, voici le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. La famille de Mohamed Amiyé a-t-elle voulu venger le militaire assassiné? Selon L'Orient le Jour, ses proches ont revendiqué l'assassinat d'Hussein Ojeri, retrouvé mort près de la tombe du soldat dans la Bekaa. À Istanbul, Tamam Salam réitère le refus de la naturalisation des réfugiés syriens. Le Premier ministre libanais appelle Ban Ki-moon à réactiver les efforts des Nations Unies pour le retour des déplacés. À la frontière avec la Grèce et la Macédoine, le camp d'Idomeni est en cours d'évacuation. Les migrants doivent être accueillis vers des centres d'accueil. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous. وجه نداء صادقا كل أمل ونجاح